Bonjour et bienvenue à Sochaux, au musée de l'aventure Peugeot. Nous avons le privilège d'avoir réuni 12 modèles mythiques de la marque à l'occasion de l'anniversaire des 210 ans. Et pour nous parler de toutes ces sportives, il nous fallait un expert. On en a trouvé un, il s'appelle Eric Bartela du musée de l'aventure. Bonjour Eric. Bonjour Mathieu. On va plonger avec vous dans l'histoire de la saga GTI. Alors GTI et compagnie, parce que comme on va le voir, toutes les sportives chez Peugeot ne sont pas appelées GTI, loin de là. Alors première question, à quelle période, quand vraiment la première sportive chez Peugeot est arrivée? Alors on peut considérer que la première voiture à esprit sportif, ça remonte à la fin des années 30, la 402 B légère sport. Et cette voiture, elle a failli s'appeler 202 GT. D'accord. Et pour des raisons que j'ignore, elle s'est appelée 402 B légère pour bien montrer que c'était un gros moteur dans une voiture légère. Et 130 km/h à la fin de ces années 30, ça, c'était déjà quelque chose. Mais on avait déjà l'esprit un petit peu GTI de voilà. Voilà, ça aurait pu être le prémisse de. D'accord. Alors après, on saute, je crois, beaucoup d'années. Après, il se passe un petit peu de temps. La première autre voiture qui aurait pu s'appeler GTI, c'est le coupé 104 ZS puis ZS2. Donc ZS2, c'est 90 chevaux pour 700 kg. Donc on est quand même dans un rapport poids-puissance déjà sympathique. Alors ensuite, on arrive aux années 80 et les voitures qui nous entourent. Alors quand on pense aux années 80, on pense tout de suite bien sûr à 205, mais en fait la première sportive qui arrive dans ces années-là, c'est plutôt la 505 turbo. C'est ça. Dans les années 80, le turbo est quand même un signe essentiel de sportivité et de dynamisme. Donc très logiquement, elle s'appelle 505 turbo et elle fait au départ 160 chevaux puis 180. Donc c'est vraiment la sportive de la gamme 505 et voilà, donc 160, 180 chevaux déjà pour une auto qui est assez légère, une tonne 2 en moyenne. Donc et puis l'effet turbo, même si ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui, il n'y a pas de la linéarité, mais justement il y a ce coup de pied aux fesses qui à l'époque, ben voilà, donne des sensations que les clients attendent et les performances sont au rendez-vous. 84 arrive la mythique 205 GTI, c'est la première fois qu'on a cette appellation. Et d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire vraiment GTI? Qu'est-ce que ça signifie? En fait, GTI, ça veut dire Grand Tourisme Injection. Certains disent international, mais c'est plutôt Grand Tourisme Injection. Et alors certaines voitures répondent pour moi clairement à ce label. Et la 604 par exemple, on dit pourquoi une 604 GTI? Ben parce que on est dans du gros tourisme. Donc une voiture haut de gamme, une voiture confortable, mais avec un moteur V6, donc quand même une notion de performance qui est très présente. Et on est dans dans l'alchimie d'une voiture de grand tourisme injection. Donc en fait, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que finalement l'appellation GTI, elle est peut-être plus adaptée à une 604, qui est voilà une grande berline, une routière avec un moteur V6, qu'à une 205, alors que voilà, l'appellation est beaucoup plus connue sur la 205 et on l'associe beaucoup plus à la 205. C'est amusant. Oui, sur son appellation de base, il est peut-être plus approprié à une 604 ou à une 505 qui était un petit peu moins puissante que la turbo ou que la V6, mais on était dans cette notion de voilà grand tourisme, confort, luxe, mais quand même avec de la puissance. Après 205 et ses suivantes, on était quand même donc dans un label qui avait tout de suite une connotation de sportivité où le GT c'était un petit GT et un gros I pour dire voilà on a un moteur et ça va marcher très fort. D'accord, donc l'appellation voilà on la connaît plus sur les 205 puis les 309 ça marche très bien, l'auto est diffusée, je crois que la 205 c'est quasiment 300 000 exemplaires à peu près, tout moteur confondu et puis bon arrivent les années 90, là on connaît un coup d'arrêt. À votre avis, qu'est-ce qui a tué les GTI à cette époque? Alors les 205, 309 ont été quand même des voitures avec très accidentogènes, faut pas se voiler la face. Et du coup, quand les clients allaient faire assurer une GTI, ils se faisaient quand même bien recevoir, on va dire, par leur assurance. Et du coup, on a détourné le logo de GTI en RC ou en S16 ou pour la France, puisque une 106 S16 en Suisse ou en Allemagne ou en Italie, c'était toujours une GTI, comme les 206 RC, les 207 RC, voilà, c'était pour la France. On exclut le terme GTI,
on va trouver un autre moyen de faire une connotation sportive. Donc soit S16 qui rappelait quand même le moteur 16 soupapes et S pour sport, ou RC pour Racing Cup, ou voilà une notion quand même sport. Mais on ne dit pas qu'on a une GTI. Et c'est vrai que ça se vérifiait sur des tarifs d'assurance qui étaient des fois très incohérents par rapport à ce qu'on voulait assurer entre une petite sportive et une voiture de luxe type Roland Garros qui était plus chère parce que c'était une Roland Garros. Donc on a eu voilà une petite période comme ça en France avec les appellations S16, donc sur 106, 206, 306, puis RC, voilà, 206, 207, et puis en 2012 307 exactement, et puis 2012 il me semble, 2013. Surprise, sur la 308 de l'époque, qui était la 308 première génération, le label GTI revient. Alors c'est assez inattendu puisque c'est une voiture qui venait de perdre en fait sa carrosserie 3 portes, elle était plus disponible en 5 portes, et paradoxalement, il y a une version GTI qui arrivait, qui faisait 200 chevaux, c'est ça? Exact. Alors c'était un peu pour préparer le retour de la 208 et de la 308 deuxième génération. La 308 en 2011, c'est effectivement appelé GTI, mais très légitimement, puisqu'on avait le même moteur, un moteur de 200 chevaux, qui était aussi décliné sur RCZ, qui venait de sortir à l'époque. Donc on avait largement le niveau de performance requis pour être en capacité d'admettre un label GTI sur la voiture, 200 chevaux. Alors aujourd'hui, ça nous paraît, ça fait presque 10 ans. Donc aujourd'hui, maintenant, c'est tout de suite 270, 300 chevaux, mais 200 chevaux sur route... oui, ça commence. On avait déjà des performances, des performances intéressantes. C'est facile de se faire remarquer. Ensuite, donc, comme vous disiez, peut-être le vrai retour du label GTI, et là où Peugeot a peut-être encore plus communiqué, c'est l'arrivée de la 208 en 2013. Et ensuite, sur la 208, on a eu des déclinaisons by Peugeot Sport. Donc là, c'est encore un petit changement de stratégie. On met en avant Peugeot Sport. C'était quoi le but? Alors la toute première, alors déjà en 208 GTI, inévitablement le clin d'œil 205, 208, le même label, un niveau de performance forcément 200 chevaux pour la 208, et pour le 30e anniversaire de la 205 GTI, donc en 2014, est sortie la première qui s'appelait 30e, la GTI. Une édition. Voilà, donc il y avait symboliquement 208 chevaux, et donc des petits aménagements esthétiques extérieurs, des élargisseurs peints en noir, des sièges baquets, il y avait différentiel autobloquant, on avait une boîte un petit peu plus rapprochée en étagement. Donc ça c'était pour fêter les 30 ans de la 205 GTI, et à la mi-vie de la 208, la 30e anniversaire est devenue by Peugeot Sport, parce que c'était Peugeot Sport qui avait développé cette extrapolation de la 208 de base pour la rendre encore plus exclusive, avec une liaison au sol aussi un petit peu plus ferme, plus typée circuit, et voilà, exclusive, le différentiel, des choses que les gens attendaient aussi. 30 ans, ça fait beaucoup de rebondissements. Aujourd'hui, quelle est la GTI finalement qui a le plus la cote? Ah, la cote, c'est clairement la 205. Aujourd'hui, nous, on le voit dans notre activité de restauration des véhicules pour les particuliers, la 205 GTI, on est vraiment, on est en plein boom. La cote, elle s'est quand même envolée. Ah, aujourd'hui, une belle 205 GTI, il faut compter combien? Si on est chanceux, on peut trouver un très bel exemplaire autour de 15-16 000. Si on veut quelque chose de parfait, faut rajouter 10, presque. D'accord. Et si on veut une griffe, là, on passe les 40 000, quoi. Plus de 40 000 pour une griffe, là, ça commence à... En état concours, oui, on a des valeurs d'échange qui sont déjà pratiquées à 43 000 euros, quoi. Alors, à l'inverse, est-ce qu'il reste encore des modèles abordables? Dites-nous s'il y a encore des bonnes affaires à faire. Oui. Alors, la 309 est en version GTI classique, pas une GTI 16. On a un niveau de performance qui est très proche de la 205, puisque l'écart de poids n'est pas si éloigné. Alors après, bien sûr, 309, bon, déjà chez Peugeot, c'était une version au départ de une Talbot, donc la cote d'amour est pas aussi importante, mais néanmoins, une 309 GTI, j'aurais tendance à dire pour moi même une des premières. C'est très difficile à trouver, donc la rareté fait aussi la cote. Alors la GTI 16, même si on en parle très peu, aujourd'hui une belle GTI 16, c'est pareil, il faut commencer à mettre 12-15 000 pour avoir une auto
en état irréprochable. Ce qui est accessible encore pour l'instant, c'est la 106 S16 ou GTI, bien que on commence à s'approcher des 10 000 euros. 206 RC, alors la S16 est un petit peu plus accessible, mais 206 RC, c'est pareil, des très beaux exemplaires d'origine deviennent rares. On tourne autour des 10 000 euros. 306, 306 S16 6 vitesses, donc la deuxième génération de 306. Ouais, les prix sont entre 10 et 14 000 euros pour des exemplaires très très bien conservés ou restaurés, mais dans les règles d'art, quoi. Eh bien, merci Eric pour vos lumières. J'espère que voilà, les internautes auront noté tout ça. Mais de rien, Mathieu. Quoi qu'il en soit, la saga GTI va connaître un nouveau virage en 2020 puisque l'appellation cédera sa place à PSE pour Peugeot Sport Engineered. Ça va concerner des modèles entièrement électrifiés, hybrides rechargeables pour la 508 et même 100% électriques pour la i208. Donc on verra ce que ça donne. C'est ce qui fera que toutes ces voitures seront définitivement démodées ou à l'inverse, encore plus regrettables. Affaire à suivre.